tous, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les promoteurs des médias indépendants ont animé ce matin une conférence de presse au siège du journal L'événement. Celle-ci pour dénoncer l'assassinat programmé de ces médias à travers des contrôles fiscaux. Le résumé de cette conférence. Dénoncer l'assassinat des organes de presse écrite privés soumis aux contrôles fiscaux. Tel est l'objet de cette conférence de presse des promoteurs de ces organes, pour qui ce contrôle fiscal est légal mais pas légitime car il n'est pas mené dans l'intérêt de l'État. Mieux, ce contrôle fiscal des médias est ciblé, en ce sens que ce sont les médias qui gênent l'État qui sont visés. C'est pour cela qu'ils se disent prêts à mener le combat pour la survie de leur entreprise. Aujourd'hui, la loi dans ce pays, c'est la volonté de quelques personnes, tels que le chef de l'exécutif, Mahamadou Issoufou, et son sémilant ministre des Finances, Hassoun Massaoud. Les hommes politiques derrière qui manipulent ces contrôles fiscaux dans le but d'assassiner certains médias, je dis bien certains médias mal pensants. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Face à la guerre, le premier réflexe, c'est de s'unir. Et ensuite, moralement, il faut s'armer et il faut combattre. Mais ils n'ont pas plus de légitimité que les médias. Les médias, je pense, c'est des acteurs irremplaçables de la vie démocratique, des vecteurs du combat, du débat d'idées. Pourquoi est-ce qu'un politicien, parce qu'il a bénéficié d'un suffrage universel et plus encore entre guillemets d'un suffrage universel, il a plus de légitimité que le journaliste qui a son organe, qui dit ce qu'il pense, au nom de quoi? Moi je veux comprendre. Pourquoi nous on ne peut pas exercer notre profession? C'est eux qui vivent, qui font de la politique un métier. La politique n'est pas un métier, je suis désolé. Nous, c'est une profession. Tous aujourd'hui, quand ils ne seront pas au pouvoir, c'est d'hypothétiques chômeurs, je pense qu'ils vont être. Je ne trouve pas de point de chute pour ces gens. Pour notre cas, ils ont considéré 2 ans, 2016-2017, et ils nous ont imposé à 9 803 782 francs, à peu près 10 millions. D'autres organes ont eu leur cas. On leur demande de payer 16 millions, d'autres 18 millions, comme le cas de l'actualité, 18 millions à payer. Ça va au-delà, ça dépend des années prises en compte. Ces promoteurs des médias indépendants se sont également prononcés par rapport au nouveau conseiller du CSC, un CSC qui selon eux est coloré en rose. Ils ont réussi à régenter la CENI à leur guise, puisqu'aujourd'hui la CENI, qu'on le dise, tout le monde le sait, la CENI elle est colorée en rose. Ils veulent que le CSC soit aussi coloré en rose. Nous avons des informations où ils ont eu à coopter des soi-disant journalistes, des gens qui ont abandonné le métier, ça fait à peu près des années. On n'était même pas au courant, moi en tant qu'auditeur aujourd'hui, je ne suis pas au courant qui me représente. Et donc c'est pour cela que je dis que nous allons prendre des dispositions relativement à ce CSC-là, dont la plupart des gens qui sont à ce niveau-là vont faire un travail de mercenariat, je le dis, je le répète, de mercenariat, et nous allons le combattre avec les moyens légaux. Il faut rappeler que ces organes de presse emploient plusieurs jeunes journalistes, donc la fermeture de ces organes suite au redressement fiscal qui leur sera notifié, c'est renvoyer ces journalistes au chômage et dont l'État ne se souciera guère du sort qui leur sera réservé. Vous retrouvez donc en partie magazine de ce journal l'intégralité de cette conférence de presse des organes des médias indépendants. Le ministre de l'Industrie, Malam Zanaïdou Aminou, a effectué le samedi dernier une visite sur les installations de la nouvelle cimenterie du Niger à Malbaza pour constater de visu l'avancement de travaux qui sont déjà à 85%. Le point avec nos envoyés spéciaux Nasser Dantofo et Abdou Nasser Seydou. La nouvelle cimenterie du Niger installée à Malbaza sera bientôt opérationnelle. Les travaux de construction ont repris de belles, ce qui explique la visite du ministre de l'Industrie sur le site de l'unité de concassage au cyclone de filtrage, le four ou encore l'unité de storage. Tout est en place, des installations modernes de grand standing en mesure de produire 540 000 tonnes en moyenne par an, ce qui satisfera sans nul doute la demande nationale. Nous avons l'ambition de doter notre pays d'une grande cimenterie qui va, de par sa capacité, couvrir presque quasiment la demande locale de ciment.
Premier objectif que nous avons, c'est de corriger l'anomalie que le ministre vient de soulever d'ailleurs, c'est-à-dire celle d'un pays qui est le nôtre, qui a toutes les matières premières nécessaires à la fabrication du ciment. On n'importe rien pour fabriquer le ciment. Et on devrait donc, en toute logique, être le pays qui a la plus grande usine de cimenterie dans la sous-région. Parce que nous sommes l'un des rares pays à disposer de cette chance que la nature nous a offerte, de pouvoir avoir tous les ingrédients. Et non seulement de couvrir la demande locale, mais aussi de vendre du ciment dans les pays de la sous-région. Parce que avec ce dont nous disposons comme matière première, nous sommes capables normalement de faire l'un des ciments les moins chers de la sous-région. Ensuite, de stabiliser l'approvisionnement du marché en ciment. La nouvelle cimenterie du Niger, une fierté pour toute la nation. Cela nous va droit au cœur parce que c'est un ouf de soulagement. Et ce que nous souhaitons, que vraiment de façon imminente, que les activités, les vraies activités, depuis le concassage jusqu'à l'ensachage, que cela puisse se démarrer. Je suis très fier, je suis très content aujourd'hui d'avoir participé à cette visite-là sous l'égide du ministre de l'Industrie, accompagné par le PCA de l'usine NCN. Ce que nous avons vu et que vous avez vu avec nous, c'est réellement une fierté pour le Niger. Malbaza attend d'abord avec plusieurs mois, je crois, vraiment de difficultés. Et qu'aujourd'hui, nous pensons que le ouf est là, un ouf de soulagement pour eux, et les travailleurs et la collectivité de Malbaza. Satisfait des explications qui lui ont été fournies par les techniciens, le ministre a tenu à encourager ses investisseurs privés. Moi j'ai vu des usines, des grandes de la cimenterie du monde, en Europe, mais s'il vous plaît, je suis content, nous n'avons rien à envier. À ça. Une fois que c'est fini, nous serons vraiment autosuffisants en ciment. Nos promoteurs nigériens qui ont osé, il faut le dire, ils ont osé, ils ont investi des sommes colossales pour nous donner cette chance d'avoir notre propre produit sur notre territoire national. La perception du vu des premières autorités de la République qui ont appuyé avec toutes leurs forces ces initiatives. La nouvelle cimenterie du Niger, dont les travaux de construction sont exécutés à 85%, produira du ciment de qualité accessible à tous. Plusieurs centaines de personnes y seront employées. En somme, la nouvelle cimenterie du Niger, qui sera inaugurée dans les prochains mois, contribuera considérablement au développement du pays. Les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines étaient ce matin en sit-in à la devanture du service de scolarité de la dite faculté. Objectif, dénoncer la nouvelle réforme académique instaurée par les autorités universitaires. Le reportage est de Nafisa Hassan et Abdel Nasser Seydou. Il n'y aura plus de chevauchement entre les semestres à la faculté des lettres et des sciences humaines. Ainsi en a décidé les autorités décanales. Une nouvelle réforme qui n'agrègue guère les étudiants de la dite faculté, d'où cette mobilisation. Il s'agit d'une question de nouvelle réforme que le nouveau doyen veut installer à la faculté de lettres et des sciences humaines. Pour rappel, ce monsieur a été élu à l'espace de 2 mois, mais aujourd'hui, il cherche à remettre en cause toutes les gestions faites par nos anciens ici à la faculté de lettres et des sciences humaines, parce que il se gargarise de quelqu'un qui est conforme au texte et il constate que toutes les gestions, elles ont été faites dans l'informel. Et bien lui, il est là pour arranger la faculté de lettres et des sciences humaines. Il n'est pas prêt à la diplomatie. Et aujourd'hui, ce monsieur-là veut coûte que coûte chambouler et mettre des désordres au niveau de la faculté de lettres. Et nous, en tant que délégation, nous avions dit que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord parce que c'est un droit pour nous de chevaucher. Le chevauchement, c'est quoi? C'est quand au niveau de chaque semestre, vous avez 5 UE. Si vous arrivez à valider quelques UE, vous avez le droit d'aller dans le semestre qui suit pour composer ces mêmes UE et reprendre d'autres que vous n'avez pas validés dans le semestre que vous avez fait dans le passé. Donc c'est pour ça, lui, il veut coûte que coûte faire retarder nos camarades. Il s'agit pour lui d'un renouvellement
comme au niveau des lycées et collèges. Si vous n'avez pas validé le semestre, vous êtes obligé de rester en première année, par exemple, pour reprendre les yeux que vous n'avez pas validés. Et nous, pour ça, on a dit qu'on n'est pas d'accord. La délégation générale des étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines se disent déterminés à barrer la route de la mise en exécution de cette nouvelle réforme. Dans le passé, on a eu à faire des rencontres avec le doyen et nous avions compris que ce monsieur-là est un démagogue. Il veut coûte que coûte installer ce qu'il veut à la faculté. Et nous, en tant que syndicat, nous représentants des étudiants, nous avions dit qu'on n'est pas d'accord. Et c'est pour cela qu'on a tenu à faire ce sitting. On a appelé nos camarades pour leur mettre au courant de ce qui se passe et en même temps interpeller le monsieur là. Parce qu'aujourd'hui nous avons fait un sitting. Et même si qu'on dise qu'aujourd'hui on va faire cours avec la levée des mots d'ordre de grève des enseignants, nous sommes prêts à faire le cours au niveau de la faculté des lettres. Et nous allons continuer à lancer des mots d'ordre selon nos réflexions pour pouvoir amener les autres à comprendre la nécessité de rester aux côtés de la délégation pour pouvoir travailler parce que c'est un combat d'ensemble. Cela concerne tout le monde au niveau de la faculté de lettres et des sciences humaines et tout le monde doit se sentir lié à cette situation parce que ça n'arrange personne qu'aujourd'hui on dise que voilà d'autres, un grand nombre des étudiants qui ont eu à redoubler à cause d'une nouvelle réforme installée par le nouveau doyen. Ce nouveau bras de fer entre le décanat et les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines n'arrange en rien la situation académique dans laquelle est déjà plongée l'université de Niamey. Alors vivement que les deux parties puissent trouver des solutions adéquates pour résoudre ce problème. La reprise des cours aujourd'hui à l'université de Niamey suite à la levée du mot d'ordre de grève illimité décrété par le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX. Une rentrée qui semble ne pas être effective. Retrouvons Nafisa Hassan et Abdel Nasser Seydou. Fin de la grève illimitée décrétée par le SNEX, syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur section de Niamey. Cette levée du mot d'ordre fait suite au protocole d'accord signé entre le syndicat et leur ministère de tutelle. Visiblement, la montagne a accouché d'une souris car la reprise des cours n'a pas été effective. Nous sommes venus à la fac et nous avons constaté qu'il y a un certain nombre d'étudiants, particulièrement au sein de ma faculté. Nous sommes venus constater qu'au niveau de la promotion LN droit, promotion 2017-2018, ils sont en train de faire les cours des droits de la famille. Mais l'impression que j'ai, c'est que cette reprise-là, elle n'est pas effective au niveau de toutes les sections. Nous nous sommes levés le matin à 7h très tôt avec nos sacs. Venir à la fac et le constat est amer. Aucun enseignant n'est présent. Un seul enseignant était présent, donc vous aussi vous avez fait le constat. Donc du coup, nous nous mettons à l'évidence que c'est juste un levé de mot d'ordre qui cache à son derrière des soupçons. Nous nous connaissons très bien dans cette université. Ce n'est pas parce que nous ne les respectons pas que ce genre d'action s'est passé. Mais c'est à l'université de Niamey, nous connaissons le comportement de tout un chacun. Nous avons revendiqué des calendriers. Là, elle n'est pas effective au niveau de toutes les sections. Nous nous sommes levés le matin à 7h très tôt avec nos sacs. Venir à la fac et le constat est amer. Aucun enseignant n'est présent. Un seul enseignant était présent, donc vous aussi vous avez fait le constat. Donc du coup, nous nous mettons à l'évidence que c'est juste un levé de mot d'ordre qui cache à son derrière des soupçons. Nous nous connaissons très bien dans cette université. Ce n'est pas parce que nous ne les respectons pas que ce genre d'action s'est passé. Mais c'est à l'université de Niamey, nous connaissons le comportement de tout un chacun. Nous avons revendiqué des calendriers académiques pour que au moins le retard soit banni ou bien réduit à jamais à l'université. Mais ce calendrier est boycotté. Ce calendrier est boycotté, je le répète, par les enseignants, dites même chercheurs. Donc du coup, quand ils nous disent qu'ils peuvent rattraper les retards de ces 1 mois de grève qu'ils ont créé pour leurs sentiments. Le syndicat des étudiants doute de la bonne foi de leurs enseignants. Vous faites un tour dans les différentes facultés, vous vous rendez compte que c'est pratiquement les déserts. Les étudiants, nous avons dit aux étudiants de reprendre les activités académiques, mais il se trouve que c'est vrai, les étudiants sont profondément découragés et de cet accord maladroit, de cet accord incongru, de cet accord farfelu. Et c'est pourquoi
il n'y a pas une mobilisation conséquente des étudiants qui sont venus répondre au niveau des différentes facultés par rapport aux activités académiques qui les attendent. Mais il se trouve que les enseignants-chercheurs, eux, surtout, n'ont pas répondu parce qu'ils ne sont pas venus pour pouvoir enseigner aujourd'hui. Quand vous faites un tour dans les facultés, vous vous rendez compte que c'est pratiquement les étudiants que vous voyez circuler un peu partout. Il n'y a absolument pas d'enseignants-chercheurs qui sont venus, même s'ils sont venus, ils sont venus tout simplement pour se contenter de leurs activités à eux. Même avec la levée de la grève, la situation actuelle de l'université de Niamey n'est pas encore résolue. Il faudrait que tous les acteurs impliqués dans cette crise puissent se retrouver autour d'une même table pour échanger. Les chercheurs, eux, surtout, n'ont pas répondu parce qu'ils ne sont pas venus pour pouvoir enseigner aujourd'hui. Quand vous faites un tour dans les facultés, vous vous rendez compte que c'est pratiquement les étudiants que vous voyez circuler un peu partout. Il n'y a absolument pas d'enseignants-chercheurs qui sont venus, même s'ils sont venus, ils sont venus tout simplement pour se contenter de leurs activités à eux. Même avec la levée de la grève, la situation actuelle de l'université de Niamey n'est pas encore résolue. Il faudrait que tous les acteurs impliqués dans cette crise puissent se retrouver autour d'une même table pour échanger afin de trouver des solutions durables et définitives à ce problème. Ouverture ce matin au palais de congrès de Niamey d'une formation continue à l'endroit des avocats organisée par l'Ordre du barreau du Niger et le Centre international de formation des avocats francophones CIFAF. L'objectif de ce colloque pour les avocats est de renforcer leurs capacités pour asseoir les structures démocratiques dans nos pays. Le compte-rendu de Nafissa Hassan et Cheibou Guissou. C'est un prélude à la rentrée solennelle et à la commémoration du 30e anniversaire de l'Ordre du barreau du Niger que se tient ce colloque organisé par l'Ordre du barreau et le Centre international de formation des avocats francophones, CIFAF. La particularité de la formation de ce matin est qu'avec l'accord du directeur du CIFAF, M. le bâtonnier Jacques Migan, et du Conseil de l'Ordre des avocats du Niger, nous avons décidé de jumeler à la fois les modules d'une formation initiale et ceux d'une formation continue pour ainsi permettre à l'ensemble des avocats francophones présents à Niamey de profiter pleinement de cette session de formation. Ainsi, vous aborderez aussi bien les méthodes novatrices d'organisation et de gestion d'un cabinet d'avocats à travers le module portant sur l'organisation entrepreneuriale du cabinet d'avocats que la déontologie qui a connu de nombreuses évolutions dans notre espace communautaire à travers les modules sur les évolutions déontologiques de la profession d'avocat dans l'espace UEMOA où le secret professionnel et l'obligation de signalisation des opérations suspectes dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Prenant la parole, le ministre des Affaires étrangères, assurant l'intérim du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a décliné les deux thématiques majeures de ce colloque tout en saluant l'initiative du barreau et du CIFAF pour cette session de formation. De ces différents thèmes se dégagent deux thématiques majeures, à savoir les règles de déontologie de l'avocat et les modes alternatifs de règlement des différends. S'agissant de la première thématique, à l'instar du médecin et du magistrat, l'avocat est astreint au respect des règles de déontologie. La connaissance et le respect des règles déontologiques donc sont indispensables à l'exercice de sa profession. C'est le lieu de louer et de saluer cette ingénieuse initiative du CIFAF qui, comme je le disais à l'entame de mon propos, organise régulièrement ce genre de sessions de formation, de renforcement des capacités des avocats en matière de déontologie et bien d'autres aspects nécessaires à la profession. S'agissant de l'autre volet, qui en réalité constitue le thème général de ce 30e anniversaire du barreau du Niger, rappelons que le traité de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique avait pour objectif principal de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire dans les États membres. Ce colloque, qui a l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, permettra de renforcer la capacité des avocats et ce, dans le but d'asseoir les structures démocratiques de nos pays.
Le gouvernement nigérien décide de ne plus évacuer les autorités et autres personnalités malades à l'extérieur. Tous ces cas seront pris en charge au niveau de l'hôpital général de référence de Niamey. Reportage Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Saleh. L'annonce a été faite lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Le gouvernement n'évacuera plus les autorités pour des raisons sanitaires à l'extérieur aux frais de l'État. Tous les patients nécessitant une évacuation sanitaire seront admis à l'hôpital de référence de Niamey, de raison avec le ministre de la Santé publique. La mise en fonction aujourd'hui va permettre de réduire les évacuations. Tous les cas qui nécessitent, en tout cas dans le temps, ou qui nécessitaient l'évacuation dans le temps, avec cette mise en fonction seront pris en charge au niveau de cet hôpital. Les autorités de la République ont décidé de donner l'exemple, en tout cas en commençant par eux-mêmes. Et c'est suite à cette décision que dorénavant, que vous soyez ministre, député national ou autre personnalité, au besoin, ces personnalités-là seront prises en charge au niveau de l'hôpital. C'est au cas où l'hôpital de référence ne pouvait pas les prendre en charge qu'ils seront évacués. Mais bon, les personnes peuvent, à leurs frais, se faire soigner là où ils veulent. D'ores et déjà, nous avons transféré le Conseil national de santé au niveau de l'hôpital général de référence. Dans cet établissement sanitaire de référence doté d'un personnel de qualité et d'un plateau technique de pointe, toutes les pathologies vont être traitées. Ce n'est pas toutes les spécialités qui ont commencé, mais les plus grandes spécialités qui font l'objet d'évacuation vers l'extérieur, comme la spécialisation cardiovasculaire, la neurochirurgie, et l'ORL et beaucoup de spécialités qui ont commencé au niveau de cet hôpital, la prise en charge se fera sur place. Quand vous prenez de 2010 à aujourd'hui, les coûts des évacuations ont été multipliés par 10. En 2010, l'État dépense environ 800 millions. L'avènement de cet hôpital va permettre de réduire les coûts des évacuations et réorienter ces différents montants-là vers les autres secteurs. Cette décision du gouvernement de ne plus prendre en charge les évacuations sanitaires des autorités permettra au pays d'économiser la somme injectée dans les évacuations estimée à plusieurs milliards de francs CFA. À l'exemple de 2017 où ces évacuations ont coûté environ 10 milliards de francs CFA selon le ministre. Le réseau nigérien d'artistes pour le changement RENAC Niger et Change Marquez est une organisation de la société civile spécialisée dans le domaine de la culture et de la communication ont décidé de mettre en synergie leurs efforts à travers un cadre associatif. Reportage à Oumou Samna et Halidou Bourema. Le réseau nigérien d'artistes pour le changement RENAC Niger est une organisation de la société civile spécialisée dans le domaine de la culture et de la communication, née de la volonté de certains artistes, entrepreneurs sociaux, créateurs, chercheurs scientifiques et bien d'autres innovateurs sociaux. Ce n'est pas un clan que des artistes se sont retrouvés pour faire, mais c'est vraiment une organisation au sein de laquelle les artistes vont travailler en synergie. Les artistes, d'abord, je parlais d'artistes, mais en vérité, c'est beaucoup plus. L'artiste là, c'est vraiment avec grand A, parce que ce n'est pas que seulement les musiciens, les cinéastes, les comédiens, les peintres, tous les différents secteurs de la culture, mais c'est aussi d'autres créateurs qui ne sont pas du domaine de la culture. Le réseau nigérien d'artistes pour le changement répond aux défis de la paix et du développement, afin de contribuer à stimuler l'acte de consommation des produits locaux, réduire l'importation et créer ainsi l'équilibre commercial nécessaire pour le Niger. Le projet Consommons nigérien, puisque effectivement c'est vrai, c'est des chansons, mais autour de ces chansons c'est tout un concept qu'il y a. C'est véritablement un projet, pas seulement de chanter et faire
passer ce message, mais c'est aussi de chanter et aller dans d'autres actions. Déjà, les chansons, c'est des actions, mais aller dans beaucoup plus d'actions concertées de la part des créateurs dans le cadre donc de la promotion du Niger et de ses valeurs. Le RENARC a initié des travaux de création d'œuvres artistiques et culturelles sur une thématique avec plusieurs acteurs nigériens de renommée, ayant abouti à la production de 2 chansons audio et audiovisuelles dénommées Consommant Nigérien. Comme annoncé, nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal qui est consacrée à la conférence de presse animée ce matin par les promoteurs des médias indépendants. Une conférence de presse pour dénoncer l'assassinat programmé de ces organes de presse à travers des contrôles fiscaux ciblés. Très bonne réception. Après une première déclaration, nous avons décidé de donner cette conférence de presse pour dénoncer à nouveau l'assassinat programmé des médias indépendants par les autorités de la 7e République. Également, revenir sur les entraves liées à l'exercice du métier de journalisme sous la Renaissance. Je crois que nous avons décidé de ne pas subir et de ne pas nous résigner. Parce que c'est avant tout notre liberté d'expression, je crois, notre liberté de la parole qu'on veut assassiner. Et je crois que cette entreprise de démolition des médias indépendants ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé avec la loi de finances 2018. Au départ, pour ce qui est des journaux, que je connais parfaitement, les papiers journal étaient exonérés. Mais avec la loi de finances 2018, ils ont décidé d'instaurer une TVA sur le papier journal. Quand vous ajoutez l'augmentation des prix du kilowattheure de la Nigélec, cela aura nécessairement un renchérissement des coûts de production des journaux qui vivent, il faut le dire, dans des conditions déjà très difficiles. Et c'est comme cela n'a pas suffi, donc ils ont donné un tour de vis supplémentaire, et c'est dans ce cadre que cette dynamique s'inscrivent les contrôles fiscaux qu'ils ont diligentés auprès des médias indépendants, des contrôles fiscaux qui, pour 2 ans pour certains et 5 ans pour les autres. La Direction générale des impôts s'était à l'époque fendue d'un communiqué pour dire que c'était légal. Effectivement, c'était légal. Mais ce que la Direction générale a oublié de mentionner, c'est que ça fait longtemps que ce pays est sorti, je crois, excusez-moi, de l'état de droit. Parce qu'aujourd'hui, la loi dans ce pays, c'est la volonté de quelques personnes, tels que le chef de l'exécutif, Mahamadou Issoufou, et son sémilant ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou. C'est ça la loi, malheureusement. C'est la volonté de quelques individus. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrivent les contrôles fiscaux qu'il faut que les médias subissent, je crois, en ce moment. Comme je vous le disais, c'est légal, en effet. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est la légitimité de cette opération. Est-ce que cette opération a été lancée dans l'intérêt collectif, l'intérêt de l'État? Je dis non. Ce n'est pas de l'argent qu'ils cherchent. Si c'est de l'argent, ce n'est pas dans les médias qu'il faut aller le trouver. C'est ailleurs et ils savent très bien où se trouve l'argent. Du reste, je crois que depuis l'avènement de la démocratie dans ce pays, les médias indépendants existent. Les impôts également existent. Je défie la Direction générale des impôts de nous communiquer les chiffres qu'ils ont eu à récolter à partir des contrôles fiscaux qu'ils ont eu à diligenter dans des médias indépendants. Et quel est le montant exact de ces sommes recouvrées et quel est leur rapport dans le budget de l'État? Je vais vous dire tout de suite, c'est égal à 0 parce qu'il n'y a jamais eu de contrôles fiscaux diligentés dans les médias indépendants. On ne peut quand même pas croire au hasard. La coïncidence est en tout cas assez étrange entre le déclenchement de ces contrôles fiscaux et la nomination à la tête du ministère des Finances de Hassoumi Massaoudou. Donc, comprennent qui pourra. L'autre aspect que je voulais évoquer, c'est par rapport, ils disent que c'est tout le monde, c'est à tout le monde qu'ils ont envoyé ces contrôles fiscaux. Moi je dis, c'est de la poudre aux yeux. Dans ces contrôles, il y a bel et bien un apartheid fiscal qui est là. J'utilise le mot apartheid, je sais de quoi je pense, c'est pour
frapper les esprits. Oui, il y a un apartheid fiscal. Au départ, c'était des médias qui étaient bien ciblés. La preuve, en ce qui nous concerne à l'enquêteur, je crois que la correspondance des impôts date du 30 et on a reçu le même jour. Chose quand même étrange pour un service de l'État. Donc, comme je vous le disais, c'était des médias qui étaient bien ciblés. Maintenant, comme cela a fait du bruit, il fallait envoyer des correspondances à tout le monde, histoire de dire que non, cette opération est la plus équitable qui soit. Or qu'en vérité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est des médias qui sont bien ciblés et on veut maquiller la loi. On veut se cacher derrière la loi pour régler des comptes. Les journalistes ici, je pense, des médias indépendants sont tous disposés à payer leurs impôts. Personne, je dis personne, n'est au-dessus de la loi. Mais ce qu'on ne va pas accepter dans ce pays, c'est d'être en dessous de la loi. Et on se dirige manifestement dans cette dynamique. Ils disent qu'ils ont envoyé à tout le monde. Mais leurs médias amis, il y en a plein dans ce pays. Je vais vous donner l'exemple assez illustratif de ce quotidien qu'ils ont contribué à créer. Un quotidien dont ils sont à l'origine, d'abord du local qui a pris le quotidien en question. Ils sont à l'origine du matériel informatique qui sert à faire ce quotidien. C'est le pouvoir qui imprime ce quotidien par jour en couleur. Donc 4 pages en couleur, 8 pages en noir et blanc. Tous les jours, même le Sahel gouvernemental ne paraît pas en quadrille tous les jours. Les salaires, c'est le pouvoir qui paye les salaires de ce quotidien. À la date d'aujourd'hui, en ce moment où je vous parle, ce quotidien accuse, je pense, 3e mois d'arrêt. Bon, vous pouvez, qui peut croire un seul instant que parce qu'on a envoyé les impôts, faire un contrôle fiscal dans ce médium qui soutient le pouvoir, qu'on va fermer ce médium? Qu'est-ce qui leur empêcherait même de donner l'argent pour régulariser leur situation pendant que nous, on va se retrouver le bec dans l'ongle? Dites-le-moi. Donc, tout ce qu'ils disent, quand on dit que c'est équitable, je dis c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas équitable. Il y a, je le dis, j'insiste là-dessus, c'est bel et bien les médiums qui sont visés, qui veulent fermer à travers cette opération. Ce simulacre, en tout cas, à vue de vérification générale du contrôle fiscal. Voilà en fait les faits qu'il faut que l'opinion nationale et internationale comprenne. Ils ont supposé qu'un journal sort chaque semaine, paraît chaque semaine, donc 50 000 fois 52. 52 semaines, c'est l'année. Sans publicité, sans communiqué de presse payant. Donc ils supposent que à chaque parution, un journal gagne 50 000 francs. Donc ils ont multiplié les 50 000 fois 52 semaines. C'est une supposition. Ils ne vérifient pas. Ils ont parlé des cas de pigistes. Ils ont supposé que chaque pigiste gagne 15 000 francs. Ils nous ont demandé pourquoi on n'a pas fait de retenue sur salaire, c'est-à-dire retenue sur les 15 000 de pigistes. Ils ont supposé que les vendeurs à la criée gagnent 45 francs sur chaque journal vendu. Le journal est vendu à 300 francs. Donc les vendeurs gagnent 45 francs. Ils demandent aux organes de presse pourquoi ils n'ont pas fait de retenue sur les 45 francs des vendeurs là. Donc ils ont fait leur calcul jusqu'à arriver. Nous, pour notre cas, ils ont considéré 2 ans, 2016-2017, et ils nous ont imposé à 9 803 782 francs, à peu près 10 millions. D'autres organes ont eu leur cas. On leur demande de payer 16 millions, d'autres 18 millions, comme le cas de l'actualité, 18 millions à payer. Et ça va au-delà, ça dépend des années prises en compte. Évoquer le cas du CSC, j'aimerais d'abord féliciter mon confrère Maïga, et Ali Soumana et beaucoup d'autres confrères qui sont ici, responsables d'organes qui ont réussi à travers leurs journaux et leurs télé à créer de l'emploi. Ils ont apporté une plus-value à ce pays-là. Le paradoxe, c'est que les traders qui sont au pouvoir parmi eux, et à ma connaissance, personne n'a créé un emploi. Et c'est pour cela qu'ils veulent assassiner
les organes qui créent l'emploi. Ils ont un agenda bien défini et nous le savons. Et nous allons, au moment opportun, l'apporter au peuple nigérien. Vous savez, comme ils ont réussi aussi à régenter la CENI à leur guise, puisque aujourd'hui la CENI, qu'on le dise ou tout le monde le sait, la CENI elle est colorée en rose. Ils veulent que le CSC soit aussi coloré en rose. Nous avons des informations où ils ont eu à coopter des soi-disant journalistes, des gens qui ont abandonné le métier, ça fait à peu près des années. D'autres n'ont même pas d'organes de presse. D'autres vaquaient à leurs occupations. Ils sont devenus, je ne sais pas, des dilali, si vous permettez le terme. Dans d'autres cas, ils les ont amenés pour venir faire des conseillers au niveau du CSC. Et nous avons la liste de ces journalistes-là. Et vous avez vu ce qui s'est passé, nous n'étions même pas au courant. On n'était même pas au courant. Moi, en tant qu'auditeur aujourd'hui, je ne suis pas au courant qui me représente. Et donc, c'est pour cela que je dis que nous allons prendre des dispositions relativement à ce CSC-là, dont la plupart des gens qui sont à ce niveau-là vont faire un travail de mercenariat, je l'ai dit, je le répète, de mercenariat, et nous allons les combattre avec les moyens légaux. Ils vont faire un travail de mercenariat et nous ne serons pas d'accord.